peut débuter? Donc, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour participer à cette séance d'information. Je ne serai pas toujours derrière mon lutrin, ne vous inquiétez pas, mais on m'a dit de ne pas trop bouger parce que c'est web diffusé. Alors, je m'appelle Sonia Dumont et je vais être votre animatrice pour la soirée. J'aime préciser que je suis une facilitatrice indépendante, que mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour assurer la modération de la rencontre de ce soir. D'ailleurs, je m'engage comme animatrice à faciliter dans un esprit d'ouverture et d'écoute, à agir de manière équitable et respectueuse avec les participants et les participantes et à permettre l'expression d'une diversité de points de vue. La séance de ce soir vise deux objectifs principaux. D'abord, vous fournir de l'information sur le projet Griffintown, plus particulièrement sur la vision qui est portée dans ce projet, de même que sur les travaux en cours et à venir par la Ville de Montréal dans le secteur Griffintown en 2023-2024 et bien évidemment de pouvoir vous répondre à vos questions sur le sujet. Donc, prenez le temps de vous installer. On va passer une partie de la soirée ensemble. D'ailleurs, vous aurez remarqué que je ne suis pas seule à l'avant. Permettez-moi de présenter les personnes qui vont intervenir ce soir. Donc, tout de suite après mon petit mot d'introduction, nous aurons le mot de bienvenue de M. Benoît Doré qui est assis dans la salle. M. Doré qui est bien sûr le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques, ainsi que membre du conseil d'agglomération. Donc, bonsoir, M. Doré. On a également ici à l'avant, juste tout près de moi, Mme Amélie Bergeron, qui est la chargée de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, bienvenue. Nous avons également assise juste à côté Mme Anjali Mishra, qui est la chef de section conception et réalisation des projets d'ingénierie au service des infrastructures et du réseau routier. Bienvenue également. Marianne, qui est au bout, pardon, parce qu'elle se promenait tout à l'heure, donc Marianne Bourque, qui est chargée de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications aussi à la Ville de Montréal. Donc, on a aussi deux messieurs. Juste à côté de Marianne, on a M. Marc Lavoie, qui est le chef de division voirie et parcs à l'arrondissement du Sud-Ouest. Bonsoir. Et finalement, M. Marc-André Hernandez, qui est le directeur de l'aménagement urbain et du patrimoine pour l'arrondissement du Sud-Ouest. Je n'ai pas oublié non plus Mme Tan Chanli, qui est assise dans la salle et qui est conseillère d'arrondissement District Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Donc, maintenant que les présentations sont faites, voici le déroulement de la soirée. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, après mon mot d'introduction et les consignes, nous aurons un mot de bienvenue de M. Benoît Doré et ensuite suivront la présentation, je devrais dire suivra, mais puisqu'il y a plusieurs éléments à la présentation, donc se succéderont les professionnels de la Ville que je vous ai présentés pour vous parler des travaux en cours, ceux à venir, ce qui a été réalisé en 2023. Vous aurez ensuite un partage sur les communications, donc comment se tenir informé pendant la durée des travaux et sur les différents projets, pardon. Ensuite, bien sûr, on a réservé une bonne période de questions, donc pour que vous puissiez avoir des réponses à vos questions. Et ensuite, on terminera avec un petit mot de la fin de Madame la conseillère. On devrait terminer vers 19h30, 19h40, mais bien évidemment, là, on va s'assurer que vos questions soient répondues. Et vous avez peut-être remarqué, quand vous êtes arrivé à l'extérieur, dans l'atrium, il y a des kiosques. Vous aurez aussi l'opportunité, si vous avez des questions des fois très précises sur un cas personnel, d'aller poser vos questions, d'aller poursuivre les conversations avec les personnes qui vont être présentes dans les différents kiosques. Donc ça, c'est notre plan de match.
Ensuite, je nous fais quelques rappels pour les différentes consignes, mais sachez que j'y reviendrai au moment de la période de questions. Donc, la présentation sera livrée en français. Si une question est posée en anglais, elle sera répondue en français. So tonight's presentation will be conducted in French, but you will be able to ask your questions in English if you wish so. Gardez en tête que la rencontre vise à vous présenter la vision du projet Griffintown et de ce fait, les questions qui sont en lien avec le projet présenté ce soir seront répondues. Donc, pour les gens qui sont à la maison, hein, là, je m'adresse à vous directement en vous regardant. Cette séance est offerte en format hybride, comme je le mentionnais d'entrée de jeu. Alors, pour les participants présents en ligne, je vous informe que par défaut, vos micros sont éteints durant la séance et que, tel que ça a été annoncé au moment de votre inscription, vous ne pourrez pas intervenir durant la séance de ce soir, mais soyez rassurés. Au moment de votre inscription, vous avez pu poser vos questions. Elles ont été bien sûr retenues et au moment de la période de questions, on pourra, je les poserai et vous pourrez obtenir des réponses à vos questions. Justement, puis après ça, j'ai presque fini avec mes consignes. Quand on va arriver à la période de questions, alors les participants de la salle qui vont souhaiter poser des questions, vous voyez, il y a 2 micros à l'avant. Donc, je vous inviterai à ce moment à vous mettre en ligne derrière les micros. Je vais alterner pour que ce soit plus dynamique entre les questions qui ont déjà été posées par écrit au moment de l'inscription et les questions de la salle. Et sachez que si vous avez des questions pour lesquelles les réponses ne sont pas disponibles ce soir, bien, elles vous seront distribuées, elles vous seront envoyées subséquemment dans un document questions-réponses. Donc, vous avez donné votre adresse courriel au moment de votre inscription, donc vous pourrez obtenir les réponses peut-être à des questions pour lesquelles on n'a pas les réponses ce soir. Donc, comme je le disais, je sais que c'est beaucoup d'informations d'un seul coup. Donc, je me tais immédiatement et je vais demander à inviter M. Doré à venir vous faire le mot de bienvenue. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, soit en vous déplaçant ici à l'ETS, soit via la magie du virtuel. Je vais effectivement saluer ma collègue Tan Chan Lee. Vous mentionnez également que Mme Thuillier, là, qui est responsable du dossier à la Ville-Centre, malheureusement avait un engagement de mairesse, c'est celui d'Annecy-Cartierville. Et M. Sauvé avait également un autre engagement. Il faut comprendre que ce soir, il y a également séance d'audition des mémoires pour un dossier dans Pointe-Saint-Charles, donc à l'Office de consultation publique de Montréal. Donc, même nos gestionnaires, nos professionnels ce soir sont ici et à l'OCPM. Alors, ce qu'on vise à faire ce soir, c'est essentiellement, c'est faire 3 choses. C'est de faire un retour, dans le fond, sur les travaux qui ont été réalisés, ceux qui s'en viennent, alors à court terme, soit en matière d'infrastructures souterraines, soit d'infrastructures de rue. On parle de mobilité active également, de parcs, d'adaptation au changement climatique. En fait, on veut venir à votre rencontre, vous partager de l'information, répondre à vos questions et faire en sorte qu'avec nos professionnels qui vous attendent dans l'atrium, que vous puissiez avoir plus de réponses, plus de détails, de rentrer dans des cas peut-être un peu plus spécifiques ou dans des choses qui sont afférentes au projet Griffintown, donc autrement dit, qui se passent dans Griffintown, qui devraient se passer dans Griffintown, mais qui ne sont pas en lien direct avec le projet Griffintown. Et je pense entre autres au plan local de déplacement du Sud-Ouest. Alors, on a des gens de l'équipe de M. Hernandez qui sont avec nous ce soir, des gens du service de l'urbanisme et de la mobilité, le fameux SUM, et l'autre également acronyme super populaire, c'est le CIR, soit le service des infrastructures du réseau routier. C'est plus simple de dire CIR.
Alors, le projet Griffintown, je vous apprends rien, hein. C'est vraiment de rebâtir la ville sur la ville pour faire d'un quartier qui a été hérité de l'ère d'industrialisation et de désindustrialisation, un quartier qui va être moderne, hein, un quartier vraiment du 21e siècle, qui va être inclusif, qui va être résilient, mais qui va être dense également et qui jouxte le centre-ville. Ça, c'est important aussi, où le domaine public, c'est un effet de levier de transformation vraiment important, où la voiture, la place de la voiture est réduite. C'est le plan de match qui a été voté à l'unanimité en 2013 par le conseil municipal et où il y a ça agit, hein, le programme particulier d'urbanisme, un peu comme un contrat social entre les gens de Griffintown d'alors, les gens qui voulaient venir dans Griffintown. C'était une grande consultation publique. À ce moment-là, c'était la plus populaire. Bon, depuis, il y a eu des plus populaires à quelques reprises, mais en 2011-2012, c'était la consultation publique de l'OCPM la plus populaire. Et cette année, bien, basée sur 10 ans, en fait, de PPU, 12 ans de développement, parce que ça a commencé un peu avant le PPU Griffintown, bien, on fait comme renouveler nos vœux un peu. Alors, on veut actualiser ce contrat social qui nous lie, Ville de Montréal et gens qui habitent Griffintown. C'est l'exercice en cours à l'OCPM. Il y a une analyse actuellement de tout ce qui a été dit pour, contre, amélioration, etc., sur le projet en tant que tel, mais sur tout ce qui devrait être là pour en faire justement ce quartier moderne, résilient, etc. Alors, on va être en attente des recommandations des commissaires de l'OCPM, mais ça s'en vient très, très rapidement. Mais que ce soit sur le contrat social même d'il y a 10 ans ou celui qui est en train d'être renouvelé en ce moment sous les auspices de ce tiers neutre qui est l'OCPM, bien, si on veut arriver à livrer la marchandise, il faut investir des centaines de millions de dollars qui sont investis actuellement, mais qui vont devoir continuer d'abouler. Hein. On n'est pas en train de tout finir, Griffintown, là. On est à la mi-chemin. Alors, c'est un plan d'environ 20 ans. Alors, il en reste, on est vraiment à mi-étape, je vous dirais. Alors, mais pour y arriver, pour les gens qui y habitent, pour ceux qui veulent venir y habiter, bien, faire tous ces investissements-là, bien, ça doit se faire pendant qu'il y a des habitations qui sortent de terre, littéralement. Alors, nous, on doit ouvrir des rues, refaire des canalisations, refaire des parcs, en fait, même créer de nouveaux parcs. Donc, tous ces centaines de millions de dollars, on doit les faire en même temps qu'il y a de la construction, en même temps que Hydro-Québec passe, en même temps que la Commission des services électriques va passer, en même temps qu'Énergir a besoin de passer. Alors, c'est très complexe, puis c'est une tâche colossale. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de vous donner de l'info, pour que vous ne vous découragiez pas. Parce que quand vous habitez Griffintown, vous vous dites, il y en a des cônes oranges, puis plus qu'ailleurs. Il y en a des détours. Mon auto, moi, je l'ai réduit. J'en ai maintenant juste une. On en avait 2 ou on en avait 3. Mais jamais où, mon auto? C'est pas simple. Il y a des détours partout. Il y a un paquet d'affaires. Moi, j'aime bien ça, la vision. Là. Les images, je les veux. Quand est-ce qu'ils arrivent? Quand est-ce que je vais être enfin qui est? Alors, c'est le maximum d'infos qu'on veut vous donner. On va être transparent. C'est ça qui est important. Donc, on ne veut pas juste vous passer de l'information. On veut être à votre écoute. Et c'est pour ça que des soirées comme ce soir sont importantes. Que vous soyez déplacés ou que vous preniez le temps d'être en ligne. On veut vous donner de l'information. On veut vous rassurer. On veut être à votre écoute pour être capable de s'améliorer et on le fait dans des séances d'infos comme ce soir, mais on le fait également avec une page Facebook. Alors, la Ville de Montréal a créé ce groupe-là Facebook. C'était une première, j'y tenais beaucoup. On a réussi à le faire, puis ça fonctionne. Des avis publics, des infos chantiers. Donc, on multiplie les endroits pour les utilités qu'on a besoin. Hein. L'important, ce n'est pas juste de multiplier les affaires pour multiplier le fun. Hein. On a besoin d'être efficace puis d'être optimaux. C'est ça qu'on veut faire. Donc, ce soir, les différents services qui sont là vont vous présenter. Hein. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui s'en vient? Et par la suite, on vous invite à aller aux différents kiosques pour vraiment approfondir les différents sujets ou déborder un peu puis voir qu'est-ce qui s'en vient d'autre. Je vous mentionne aussi brièvement, j'achève bientôt, on est à établir actuellement le premier plan local de déplacement
de l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est quelque chose qui aurait dû être fait plus tôt si on n'avait pas eu autant de chamboulements, si on n'avait pas eu tout le chantier Turcot qui est venu vraiment refaire au complet de grands secteurs, là, donc agir vraiment sur les déplacements dans Saint-Henri, dans Villemort, dans Côte-Saint-Paul. Là. Même chose avec l'abaissement de l'autoroute Bonaventure. Même chose pour le nouveau pont Samuel de Champlain. Même chose pour le secteur de Griffintown où on n'avait pas fini toute la planification. Donc maintenant que ces grands ouvrages-là sont finis, sont derrière nous, mais là on se dit, comment est-ce qu'on veut se déplacer sécuritairement dans l'arrondissement du Sud-Ouest? Comment est-ce que des quartiers qui sont tous, disons, enclavés par toutes sortes de barrières routières ou de voies ferrées, il y a 2 canaux, il y a des autoroutes, il y a toutes sortes d'affaires, mais comment on fait ça convivialement? Puis quand la Ville nous dit c'est un bon plan de match d'avoir moins de voitures, puis de l'utiliser pas à tous les jours, mais quand c'est plus nécessaire, etc., bien, c'est le fun, mais je veux des alternatives. Alors, si on me dit juste d'abandonner mon auto, puis je ne peux pas en tout vivre ma vie normalement, bien, Ville de Montréal, faites votre job. Alors, c'est ça en ce moment qu'on est en train de faire. Vous avez participé déjà dans les différentes étapes. Donc, les gens de l'équipe de M. Hernandez vous attendent vraiment pour être capables de vous partager les infos, ce qu'on a retenu, puis comment vous voulez faire ça dans Griffintown. Alors, comment on peut se déplacer comme du monde dans Griffintown? Alors, ça, c'est quelque chose. Puis, vous avez certainement vu quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, le camionnage. Camionnage, on a demandé au ministère des Transports du Québec d'enlever des voies de camionnage de transit. C'est correct des camions qui vont à un chantier. C'est correct des camions qui vont faire des livraisons dans nos magasins préférés. Mais des camions qui passent pour passer juste pour le fun parce qu'ils veulent passer plus vite, bien, on n'en veut pas. Et le ministère des Transports, après plus d'une année, nous est revenu en disant « OK, c'est correct ». Et c'est pour ça qu'on a, sur Wellington, sur la rue de la Montagne, bien, il n'y en aura plus de camionnage de transit, juste des camions qui veulent passer plus vite pour se rendre à un autre endroit sans en faire aucun arrêt dans Griffintown. Alors, je vous laisse entre de bonnes mains. Alors, avec nos gestionnaires, nos professionnels, on est ouvert à répondre à toutes vos questions et on va alterner les questions que vous avez ici dans les 2 micros et celles qui ont été libellées et envoyées à l'avance en ligne. Mais surtout, venez après. On veut échanger avec vous. Je trouve que c'est pas mal plus intéressant à discuter avec les gens que quelque chose de formel sur « je pose ma question, j'ai une réponse, on passe au suivant ». Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle soirée en notre compagnie. Merci beaucoup, M. Doré, pour cette belle mise en contexte et cette belle introduction. Alors, on va poursuivre maintenant avec Mme Bergeron qui va débuter la présentation. Je vous invite à être attentifs. Il y aura beaucoup d'informations. Si jamais vous avez une question ou un commentaire qui émerge, prenez-la en note, gardez-la en tête, puis vous pourrez la poser au moment de la période de questions. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, dans Griffintown, toutes les interventions qui ont lieu dans le secteur, que ce soit le réaménagement d'une rue, l'aménagement d'un parc ou d'une place, visent à créer, M. Doré l'expliquait très bien en introduction, à créer un milieu de vie qui est habité, qui est durable et qui est plus densément construit. Cette vision provient du programme particulier d'urbanisme, un document de planification adopté par le Conseil municipal en 2013, suivant une démarche de consultation citoyenne. Le domaine public, c'est-à-dire les rues, les parcs, ont un rôle crucial à jouer dans cette transformation-là. Ils permettent de mettre en valeur la trame de rue du quartier, qui est un élément patrimonial du secteur, de créer aussi un équilibre par rapport à la densification des constructions. Tout ça en créant un milieu de vie qui soit à échelle humaine, qui soit sécuritaire et qui soit agréable. Donc, après 10 ans de transformation, l'avancement du projet progresse très bien. Donc, à ce jour, près de la moitié des rues du secteur a fait l'objet de travaux. Donc, se sont ajoutés cette année, on le verra plus loin,
une portion de la rue Ottawa, également une portion de la rue Guy. Au niveau des aménagements cyclables, totalise aujourd'hui 3 km de rue. Ça inclut l'axe structurant du rêve sur la rue Peel, des tronçons également sur les corridors de mobilité active et collective que sont les rues Ottawa et William, qui se font tronçon par tronçon pour évidemment ne pas avoir trop d'impact négatif sur la circulation du secteur. De l'ensemble des parcs et des places publiques qui sont prévus au projet, 4 sont complétés, mais plus de détails suivront dans les prochaines diapositives. On a quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. La diapositive ici permet de faire le point sur certaines rues qui sont actuellement réaménagées en surface temporaire. Je trouvais que c'était important de vous revenir sur cette stratégie-là, de vous expliquer un peu pourquoi il en est ainsi. Donc, le réaménagement en surface temporaire, on l'observe sur la rue William, plus dans l'est, plus dans l'ouest et plus dans l'est, pas encore le secteur central, mais va également avoir lieu sur la rue Yonge, entre les rues Ottawa et William. Donc, pourquoi la Ville a-t-elle recours à cette stratégie-là? Normalement, quand la Ville intervient sur une rue, c'est lorsque les développements privés de part et d'autre sont complétés. Dans certains cas, ce n'est pas possible d'attendre ces délais-là parce qu'on doit venir préparer les travaux d'enfouissement, parce qu'on doit venir mettre à niveau les infrastructures souterraines. Donc, on doit y aller rapidement. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, la stratégie qui est retenue, c'est d'y aller en revêtement temporaire pour éviter que les développements subséquents viennent abîmer les aménagements. Donc, on voit à gauche, le partage de la rue est déjà mis en place, les trottoirs sont élargis, mais la surface demeure en asphalte, il n'y a pas encore de plantation. Cette situation-là est temporaire. À droite, on voit que le revêtement des pavés, les fosses de plantation, le mobilier urbain sont venus pour donner vraiment un caractère beaucoup plus d'espace public à la rue. Parce que dans beaucoup de rues de Griffintown, on souhaite que la rue devienne un espace considéré comme public. On remarque également, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Non, c'est avec la souris. On nous pose également beaucoup de questions sur les cabinets de télécommunications qui sont en jaune ici. Donc, on remarque dans l'aménagement définitif que les cabinets sont beaucoup mieux intégrés. Donc, ils sont dans l'alignement de l'implantation des pavés, du mobilier urbain et des fosses. Donc, on voit vraiment une meilleure intégration. Dans le contexte où la Ville a un certain rôle à jouer dans l'adaptation au changement climatique, on trouvait qu'on avait une belle opportunité ce soir de mettre en évidence les aménagements qui sont mis en place dans le secteur et qui contribuent au volet durable de la vision dont on vous parlait en introduction. En matière de mobilité durable, c'est vraiment un axe très fort du projet. Concrètement, en termes d'aménagement, on voit par exemple la rue Ottawa qui borde l'archipel, donc vraiment le cœur du quartier, où on crée un corridor de mobilité active et collective. Donc l'espace est redéfini pour assurer le confort des piétons, des cyclistes et de préparer le terrain aussi pour l'arrivée du transport en commun. Un autre exemple, c'est la place des débardeurs. Ça a été une belle opportunité de convertir une rue qui se terminait autrefois en cul-de-sac pour en faire un espace public, un espace de rencontre, et qui contribue à créer un lien entre le canal de la Chine et le secteur. Les allées piétonnes aussi sont une belle opportunité d'offrir aux piétons du secteur une alternative à la rue où ils sont en site protégé. Ça permet aussi beaucoup d'aérer la trame, donc de créer un quartier plus convivial. Le deuxième volet, c'est le verdissement. Donc, le réaménagement de toute rue prévoit de très larges fosses de plantation où on met en place les conditions gagnantes pour la croissance des végétaux. Donc, sous terre, on a des très grands volumes de terre. On choisit aussi des espèces végétales qui vont être résistantes aux conditions urbaines. Et aussi, pour réduire les effets d'îlots de chaleur, des essences qui ont une canopée optimale sont privilégiées. Le dernier volet qu'on associe à la transition écologique concerne la gestion de l'eau de pluie. Une des particularités du projet est la mise en valeur du cheminement de l'eau en surface. On le voit par la présence de différents caniveaux, mais aussi, ça se note aussi par l'implantation des pavés, des grilles d'arbres, leur orientation est toujours un indicateur du parcours de l'eau de pluie.
Les aménagements proposés dans le secteur tentent de reprendre le plus possible les principes de la nature par rapport à l'eau de pluie. C'est-à-dire qu'on essaie le plus possible de favoriser une percolation, l'entrée de l'eau dans la terre et non un ruissellement rapide vers l'égout. Un premier exemple inspirant est celui du bassin de biorétention qui a été aménagé par la Société immobilière du Canada il y a quelques années. Donc, l'eau de pluie est filtrée par les végétaux et par le sol. Dans les rues du quartier, on a aussi un exemple très intéressant qui est sur la rue Rio, qui était très innovateur il y a quelques années, mais qui a rapidement été rattrapé à travers les différents aménagements dans la ville de Montréal. Donc, on voit des fosses de plantation et aussi un jardin de pluie qui sont connectés par un drain à l'eau de ruissellement, ce qui permet d'alimenter les végétaux, mais aussi de diminuer le volume d'eau qui est versé vers les égouts. Donc, tous ces aménagements-là, permettent vraiment de tendre vers un quartier qui est beaucoup plus résilient, qui agit favorablement dans la prévention des inondations et qui fait une utilisation beaucoup plus rationnelle de l'eau. Cette pratique va tendre à être beaucoup plus utilisée dans les prochains aménagements du secteur. Pour les parcs et les espaces publics, on trouvait aussi que c'était une belle opportunité ce soir de faire le bilan d'où on en est. On se fait poser beaucoup de questions à ce sujet-là, à juste raison. Donc, on va passer à travers chacun des parcs où il y a des activités concrètes qui vont arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. Le premier, c'est le parc du bassin à bois. Donc, l'appel d'offres pour travaux est actuellement en cours jusqu'à la mi-novembre, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, suivant les différentes approbations administratives, politiques, les travaux devraient débuter en 2024 pour une durée de 2 ans. La placette du Square Galerie, qui est à l'ouest du pont Wellington. Donc, la conception est en cours. Elle fait l'objet d'une visite citoyenne il y a quelques semaines. Différents commentaires ont été récoltés. On est en train de les analyser et des ajustements pourront être faits pour bonifier ce nouveau lien, ce nouvel espace public. Des travaux d'aménagement sont prévus en 2025-2026. On passe ensuite aux 3 parcs qui sont à l'intérieur de l'archipel urbain. Donc, le premier, c'est le parc des eaux cachées. Donc, l'analyse des besoins est en cours. On va tabler fortement sur le concept qui avait été défini par les citoyens en 2019, en essayant d'en faire un parc beaucoup plus résilient. Les travaux sont prévus en 2026-2027. La place William Dow. L'étape en cours est la conception des travaux de décontamination des sols. Donc, nos équipes travaillent très fort là-dessus, qui permettra de faire les travaux d'aménagement suivant la construction du bâtiment en 2026-2027. Pour le parc Mary Griffin, l'analyse des besoins est en cours pour une utilisation transitoire. Par contre, pour ce qui est de l'aménagement définitif du parc, il pourra seulement avoir lieu après la construction de la station du REM. Donc, je pense qu'on peut observer une certaine cadence dans la réalisation des parcs dans les prochaines années, ce qui est très positif pour la vie de quartier dans la vie de quartier de Griffintown. Sur ce, je passerai la parole à ma collègue Anjali Mishra. Merci beaucoup, Madame Bergeron. Donc, Anjali Mishra, moi, je suis au service des infrastructures du réseau routier. Je vais vous commencer avec un petit bilan des travaux qu'on a réalisés en 2023. Donc, comme vous le mentionnez, ma collègue Madame Bergeron, nous avons complété les travaux de la rue Ottawa entre les rues du Séminaire et Yonge, prolongeant les travaux qu'il y avait eu plus vers l'ouest, avec un aménagement de qualité rehaussée, une rue où il y a une chaussée carrossable plus étroite pour laisser place à une piste cyclable, des trottoirs élargis plus confortables pour les piétons, incluant des fosses d'arbres plus généreuses qui, on espère, vont permettre à nos arbres de vivre et de s'épanouir d'autant plus ou dans des conditions plus intéressantes. L'ajout de mobilier urbain comme des bancs, comme des supports à vélo qui vont aussi permettre donc de créer un climat plus propice ou plus agréable pour les piétons qui voudront circuler et pour les cyclistes qui voudront emprunter ces pistes cyclables-là. Rappelons que ces travaux-là ont été l'occasion de mettre à niveau des infrastructures, donc aqueducs, égouts, ainsi que les réseaux de télécommunications. Donc, vous avez eu, certains d'entre vous, des travaux importants d'excavation pour créer des nouvelles structures pour la commission des services électriques. Et vous avez vu apparaître aussi certains cabinets de télécommunications, les cabinets Maestro, en périphérie, donc directement au nord et au sud de la rue Ottawa.
Ces travaux, justement au niveau de l'enfouissement qu'on espère faire éventuellement des fils, ne sont pas complétés. Ceux qui ont l'œil le plus aguerri auront remarqué que les poteaux électriques sont encore présents sur la rue Ottawa. J'en profite pour vous rappeler que c'est un processus malheureusement qu'on ne peut pas faire en une seule année. Il faut d'abord construire donc, les massifs souterrains, les tuyaux dans lesquels on va passer les fils. Ensuite, une fois qu'on a un réseau souterrain complet, à ce moment-là, les compagnies de télécommunications, les compagnies électriques, Hydro-Québec, peuvent commencer à enlever les fils des poteaux. Une fois tous les fils enlevés, c'est là qu'on revient enlever les poteaux et venir réparer les espaces en surface où il y a eu un aménagement temporaire qui a été prévu en ce sens. Donc, je ne peux pas vous garantir que les poteaux seront enlevés l'année prochaine. Ça prendra encore quelques années, temps de compléter le réseau souterrain. Je vous parlerai d'ailleurs de travaux qui sont en cours sur d'autres rues qui vont nous permettre d'avancer ça. Mais ça devrait venir rapidement. Puis, on ne voulait surtout pas avoir à attendre pour vous donner un aménagement permanent si on pouvait tout de suite vous donner cette qualité d'aménagement supérieur sur ce tronçon. D'autres travaux complétés cette année, des travaux d'infrastructure. L'image qui est là ne vous donne pas l'idée de la profondeur de l'excavation, mais des travaux d'aqueduc et d'égouts qui ont été complétés sur la rue Guy, notamment d'aqueduc principal, encore une fois pour assurer l'approvisionnement en eau potable, ainsi que limiter les surverses et les refoulements des égouts dans le secteur. C'est des travaux qui ont été faits de façon plus urgente, donc ils ne nous ont pas permis là de faire l'entier aménagement de surface qui sera complété dans une phase subséquente, mais au moins pour la partie infrastructure, déjà au niveau de la desserte, puis pour alimenter les bâtiments qui sont en construction dans le secteur, ça devrait déjà venir nous aider à appuyer ces nouveaux résidents-là. L'autre projet où là vous avez encore dans l'image des palissades de chantier, c'est le bâtiment technique associé au réservoir au bassin de rétention William qu'on appelle, qui est directement à côté de la structure ferroviaire. Ce bâtiment technique-là est en voie d'être complété et on souhaite qu'il soit complété d'ici la fin de l'année. Il se peut par contre, comme plusieurs de ces chantiers-là, qu'il y ait encore de légers ajustements qui soient faits l'année prochaine pour s'assurer vraiment que toutes les déficiences sont maîtrisées. Venons donc aux travaux qui sont en cours. Plusieurs chantiers ont débuté à partir du milieu de l'été, une fois ces chantiers-là complétés. Je vais vous parler donc plus particulièrement du chantier de la rue Young, du chantier des rues William, Saint-Thomas et du Séminaire, ainsi que des chantiers sur les rues Bassin et Ollier. J'en profite aussi pour vous mentionner, parce qu'on a eu plusieurs questions sur la rue Wellington, plusieurs personnes qui nous ont mentionné que la rue est très abîmée, que la surface de roulement abîmée génère beaucoup de bruit et de l'inconfort. On vous a entendu, on travaille activement avec les équipes qui s'occupent de l'entretien pour trouver une façon pour venir resurfacer la rue. Il y a un enjeu de coordination, bien sûr, parce qu'on veut s'assurer qu'on vient de faire ces travaux-là à un moment qui soit propice au niveau de la coordination de tous les chantiers dans le secteur. Donc, passons tout de suite au chantier de la rue Young, chantier qui a débuté au milieu de l'été, une fois les travaux terminés sur la rue Ottawa, qui était vraiment, dans les intersections se croiser. Ma collègue vous a monté tout à l'heure des perspectives qui correspondent en fait aux perspectives qu'on voit la vue vers le nord entre les rues Ottawa et William, pour vous expliquer un petit peu l'aménagement temporaire et l'aménagement définitif. Donc, dans les travaux que nous réalisons en ce moment, on va venir faire un aménagement temporaire étant donné le nombre de chantiers qu'on trouve de part et d'autre. On vient par contre tout de suite aménager la géométrie future. Donc, vous allez tout de suite pouvoir avoir des trottoirs plus larges, plus confortable que ce que vous avez actuellement, puis ça va vous permettre d'anticiper aussi un aménagement futur. Ça va aussi vouloir dire que vous allez, les cabinets de télécommunications, il y en a un qui est dans la perspective qu'on voit vers la gauche, ressortiront un petit peu moins, ils auront moins l'air d'être au milieu de la chaussée avec cette nouvelle géométrie-là. Du côté sud de ce lot de construction-là, donc entre les rues Wellington et Ottawa, là, on a déjà beaucoup des bâtiments qui sont construits de part et d'autre de la rue. Donc, on s'est dit que ça valait la peine tout de suite de mettre en place l'aménagement définitif, donc avec des trottoirs en béton, des bordures de granit, pour éviter d'avoir à revenir d'autres fois. Donc, toujours dans cette idée de minimiser le nombre d'interventions qu'on va faire devant chez vous dans la mesure du possible.
Alors, le chantier de la rue Young, qui a commencé, on a déjà avancé au niveau des travaux d'infrastructure. Une idée pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion d'aller vraiment regarder ce qui se passe en profondeur. On fait donc des travaux de remplacement des aqueducs et des égouts, d'où les constructions plus profondes. Vous voyez avec les tuyaux jaunes les réseaux temporaires d'aqueducs, d'égouts qui ont dû être mis en place. Ceux avec des yeux plus aguerris derrière les boîtes peuvent peut-être aussi voir les massifs, c'est-à-dire les structures de conduits qu'on met en place pour nous permettre de venir enfouir les fils électriques, et mentionnons aussi que nous relocalisons. Donc, comment dire, vous comprendrez que tout ce qu'il faut soutenir tout ce qu'on peut, puisqu'on ne peut pas soutenir, il faut le reconstruire. Donc, on vient reconstruire aussi certaines canalisations des réseaux gaziers dans les 2 tronçons nord et sud. Cette année, on souhaite donc avoir complété dans ce tronçon-là tout ce qui est travaux d'infrastructure. Les travaux avancent bien. Par contre, ceux d'entre vous qui sont directement sur le chantier avaient certainement constaté que ça demande toute une coordination avec les chantiers limitrophes d'une part, et d'autre part, le nombre important de résidents qui sont directement sur la rue nous a imposé une logistique de gestion des places de stationnement. Donc, il y a plusieurs centaines de personnes dont les places de stationnement ont dû être relocalisées parce que nous prévoyons entraver leur accès pendant près d'un mois. Étant donné l'impact de cette fermeture-là, on voulait leur donner une alternative. Avec la chance, on a réussi à terminer plus tôt nos interventions, donc ils ont pu regagner plus rapidement leur stationnement. Au printemps l'année prochaine, quand on reviendra en face de chez eux, il y aura de l'information qui vous sera, pour ceux d'entre vous qui êtes dans la salle ou en virtuel, on vous communiquera des informations là aussi pour vous redistribuer des passes de stationnement. C'est la première fois, la ville, qu'on faisait ce genre d'intervention sur une échelle aussi grande. Ça a été tout un exercice d'apprentissage, et donc on souhaite améliorer ça pour le printemps prochain, et puis trouver une façon pour que ça se passe de façon encore plus... comment dire, avec moins de stress pour tout le monde. Donc, on vous communiquera les modifications ou autres aux bâtiments impactés spécifiquement pour vous dire comment on va faire pour s'organiser, pour pouvoir vous relocaliser avec le moindre impact possible. Donc, l'année prochaine, de façon schématique, on prévoit 3 phases de travaux, là encore, dans une logistique qui veut minimiser les détours que vous aurez à faire et assurer que la circulation soit possible pour les riverains, aussi pour la caserne de pompiers qui est située à l'intersection des rues Young et Ottawa, pour s'assurer qu'en tout temps, la sécurité soit maintenue aussi aux périphéries du chantier. Donc, on va continuer les infrastructures entre les rues Ottawa et William, finaliser ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas pu faire dans ce tronçon-là, avant l'arrivée de l'hiver. Et puis, les travaux d'aménagement de surface sont de bien meilleure qualité quand on les fait dans les belles saisons. Donc, on va venir compléter les aménagements de surface pour avoir une qualité pérenne sur toute la longueur de la rue l'année prochaine, avec l'idée que d'ici la fin de l'automne 2024, nous aurions complété les travaux dans ce tronçon-là. Ma collègue, Mme Bergeron, vous a aussi parlé tout à l'heure de travaux de décontamination. On vient arrimer tout ça, coordonner tout ça pour s'assurer là aussi que les impacts et la gestion soient faits de façon intégrée. Je n'ai pas encore de détails parce qu'on est encore en conception par rapport à ça. Au niveau de la rue William, alors là, ceux d'entre vous qui habitez près de la rue William, vous avez eu des nouvelles la semaine dernière. Prenons un moment pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas directement sur la rue, juste pour vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez constaté cet été le démantèlement des équipements pétroliers, donc l'ancienne station essence qui est située vraiment dans la pointe de l'îlot, ce qu'on appelle l'îlot Saint-Thomas, donc au coin des rues Saint-Thomas et William et de la Montagne. Ce démantèlement-là est bel et bien complété, mais comme je vais vous le dire dans 2 ou 3 instants, c'est sûr qu'il faut prendre en compte la présence de ces équipements-là dans les travaux qu'on fait en ce moment. Cette année, nous commençons des travaux qui vont rappeler ceux d'entre vous qui êtes présents à ces rencontres depuis plusieurs années, les travaux qu'on a fait plus vers l'est, sur la rue William. Donc, on vient grossir les réseaux d'égouts en profondeur pour venir créer l'équivalent d'un bassin de rétention avec des conduites qui vont nous permettre d'éviter d'avoir à construire des bassins de rétention ailleurs. Tout ça toujours dans cette idée de maîtriser les eaux qui pourraient créer des refoulements et qui créent malheureusement, qui ont créé des refoulements dans certains de vos sous-sols. Donc, avec cette idée aussi de venir mettre à niveau tout ce qui est aqueduc, de s'assurer que tous les réseaux de télécommunications et d'énergie soient enfouis là aussi, construire donc les massifs, les canalisations pour ensuite pouvoir venir enlever les fils qu'on retrouve de part et d'autre des bâtiments. Donc,
Cette année, ce qui était prévu, c'était de faire des travaux uniquement sur les rues Saint-Thomas et du Séminaire. La rue du Séminaire qui est en fermeture complète, là, l'idée, c'était vraiment de venir compléter les travaux, tout sauf l'installation de l'éclairage définitif, mais vraiment de faire tout ce qui est canalisation souterraine. Et puis sur la rue Saint-Thomas, là aussi, mais cette fois-ci en fermeture partielle, de faire tout ce qui était travaux, là aussi, d'infrastructures de télécommunications. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'existence de la station essence qu'il y avait à l'époque fait que nous avons découvert des hydrocarbures dans les dernières semaines. On a mis en place un plan de gestion environnementale pour s'assurer justement que toute la contamination liée à ces hydrocarbures-là soit maîtrisée, mais ça nous oblige à faire des excavations additionnelles. Donc, la rue William va être entravée de façon partielle, ou en fait l'est à partir de maintenant. Et ceci nous oblige donc tout de suite à mettre en place un sens unique sur la rue William qui restera en place à la fin des travaux, lorsque la géométrie ressemblera dans le fond à ce qu'on voit à l'est de la rue William. Ceux d'entre vous qui nous demandaient de l'éclairage sur ces rues perpendiculaires-là, sachez que l'éclairage temporaire qui a déjà été mis en place va être maintenu. Donc, une fois la chaussée temporaire reconstruite, il y aura de l'éclairage temporaire jusqu'à ce qu'on vienne en 2025 installer les équipements permanents pour lesquels on met toutes les bases et la structure en ce moment. À partir de l'année prochaine, donc, puis même c'est un chantier qui se poursuit, il y aura une pause au moment de Noël, mais donc à partir vraiment de fin janvier, début février, nous commençons les excavations plus profondes, a priori, sur la rue William. Et donc là, vous allez avoir des travaux plus significatifs avec des entraves complètes au niveau de la rue William. Les riverains qui sont sur la rue William, qui utilisent cet accès, qui ont un accès par la rue William, ont été contactés, puis nos agents de liaison vont continuer à travailler avec vous pour vraiment s'assurer que vous puissiez avoir accès à vos commerces, à vos bâtiments, à vos lieux de travail, et puis qu'on minimise là aussi les impacts parce qu'on comprend que ça vous forcera à faire des détours plus importants. Puis pour ceux d'entre vous qui ont des occupations plus industrielles, c'est plus contraignant étant donné que vos véhicules ne passent pas aussi facilement dans toutes les rues. Donc, en 2024, on commence les travaux, comme je le disais, d'égouts, d'aqueducs, de réseaux électriques. On termine les travaux de chaussée sur la rue Saint-Thomas et en 2025, on viendra installer l'éclairage définitif, compléter l'aménagement. C'est un aménagement de type temporaire, là aussi à cause du nombre de chantiers qu'on prévoit de part et d'autre de la rue dans les années à venir. Et on travaille actuellement sur des idées pour venir bonifier cet aménagement-là, que ça n'ait pas l'air vraiment juste de quelque chose, d'une mer d'asphalte, mais qu'on vienne agrémenter ça pour que là aussi vous ayez une qualité en termes de domaine public malgré un aménagement temporaire. Au niveau des rues Bassin et Ollier, un autre chantier qui vient de commencer, mais là tout récemment, là on vient faire un aménagement définitif. Ce sont des rues apaisées, selon le jargon du programme particulier d'urbanisme, donc des rues où là aussi plus de place est laissée à la verdure et aux piétons, avec des trottoirs qui sont élargis. La géométrie définitive, vous la connaissez en fait déjà, parce on ne déplacera pas la géométrie de ces deux rues-là qui déjà ont été chercher des espaces plus généreux. Par contre, il sera sans doute plus logique pour vous, vous comprendrez mieux pourquoi il y a des zones aussi larges sur les trottoirs qui auront donc des plantations plus généreuses une fois les travaux conclus. Cette année, on vient compléter l'égout sur la rue des Bassins. On vient installer une station de Bixi électrique sur la rue du Séminaire. C'est donc des entraves qui sont déjà en cours, qui se prolongeront pendant quelques semaines, puis avec un aménagement temporaire qui sera mis en place, là aussi pour qu'on vienne au printemps en 2024 pour venir vraiment compléter l'aménagement définitif, faire des plantations, s'assurer que les bornes de recharge pour véhicules électriques soient mises en place, qu'il y ait du mobilier urbain. Et dans ce cas-ci, étant donné la coordination, puis étant donné que certains des réseaux souterrains avaient déjà été construits, on est en coordination avec Hydro-Québec pour venir tout de suite enlever les poteaux pour que vous ayez un aménagement définitif sans fil. Enfin, je vais prendre une seconde pour vous parler des démarches de l'arrondissement. Donc, des collègues de l'arrondissement sont à votre disposition, comme l'a mentionné le maire Doré tout à l'heure, pour vous parler du plan local de déplacement. Ils vous feront un bref résumé sur les résultats de la démarche à ce jour. Ils pourront aussi discuter avec vous des axes, des discussions et des plans d'action préliminaires qui sont en développement. Donc, n'hésitez surtout pas à aller au kiosque suite à cette présentation pour partager avec eux et puis qu'ils vous donnent plus d'informations par rapport à toutes les démarches qui sont en cours
pour que vous puissiez aussi tout de suite leur donner de la rétroaction par rapport aux actions qui sont proposées. Voilà, alors sur ce, moi je vais passer la parole à ma collègue Marianne qui va vous parler des communications avec la population. Merci Angélie, bonsoir. Je vais vous présenter, rappeler brièvement les différents outils de communication qui sont mis en place. Vous verrez dans les prochaines diapos, il y a plusieurs adresses coordonnées. Je vous invite à les prendre en note, mais je vous rappelle aussi que la présentation va être déposée sur le site web montréal.ca, donc vous pourrez toujours vous y référer au besoin. Donc, au niveau des moyens de nous joindre, c'est toujours possible de le faire par téléphone au 514-872-3777 durant les heures d'ouverture de jours ouvrables qui sont inscrits à l'écran. Autrement, c'est toujours possible aussi de joindre la Ville si vous avez des inquiétudes, des questions, vous avez besoin de réponses en dehors des heures d'ouverture, vous composez le 3-1. C'est possible de nous joindre par courriel à l'adresse griffintown@montréal.ca, Et comme on l'a mentionné tantôt, le projet dispose d'un groupe Facebook depuis maintenant à peu près 3 ans. Il y a près de 3000 membres qui sont abonnés. C'est une excellente façon pour nous de vous donner de l'information sur le projet, donc des avis, des cartes d'entrave, de l'information sur ce qui s'en vient. Mais c'est aussi une bonne façon pour vous de poser vos questions, de passer des commentaires. On essaie d'y répondre le plus rapidement possible, de la meilleure façon. Donc, je vous invite à vous abonner. Vous allez sur Facebook, inscrivez dans la barre de recherche « Projet Griffintown » et vous allez pouvoir vous abonner. Autrement, comme je le disais, on a une page sur le site Internet qui est dédiée au projet. Donc, sur montréal.ca, dans la barre de recherche, vous allez inscrire Projet Griffintown et vous allez trouver l'ensemble des informations. On y met les différentes copies des avis de travaux, des cartes, les descriptions de ce qui s'en vient. Donc, tout est archivé dans cet espace-là. Donc, je vous invite à le consulter quand vous avez des questions. Comme je disais, on dépose notamment les copies des lettres en amont, donc un autre outil qu'on utilise pour vous informer. En début de phase de travaux, les lettres en amont sont distribuées papier, porte à porte, et ensuite on les envoie par courriel, notamment via l'infolettre. Donc un autre outil qu'on utilise et pour lequel je vous invite à vous abonner. Vous le voyez à l'écran, on utilise les infolettres, on utilise aussi les avis et alertes, donc ils peuvent être envoyés par texto dans des situations où on a un message plus urgent, plus imprévu, dont on a besoin de vous informer, une coupure d'eau par exemple, où on n'a pas pu vous informer à l'avance. Donc pour vous abonner, c'est très simple. Là aussi, vous allez sur montréal.ca, inscrire Griffintown s'informer et vous avez les différents liens pour vous abonner aux différents outils. Finalement, on a aussi la carte Info-Travaux sur laquelle sont recensés par arrondissement les différents travaux de la Ville de Montréal. Donc, vous avez l'arrondissement puis les différents travaux du secteur qui sont répertoriés sur l'outil. Et finalement, on dispose d'un comité de bon voisinage et le projet est suivi par une agente de liaison. Pour assister au comité de bon voisinage, il y a des rencontres ponctuelles qui sont organisées. On soulève des problématiques et surtout, on essaie de trouver des mesures d'atténuation dans l'ensemble de ces différentes situations-là. Pour y participer, c'est l'adresse courriel que j'ai mentionnée un peu plus tôt, griffintown@montréal.ca. Vous donnez votre nom et vous allez recevoir les invitations pour les prochains comités. Alors voilà, je cède la parole à nouveau à notre animatrice. Merci. Alors, merci beaucoup, Mesdames Bergeron, Anjali et Bourque. Alors, on est arrivé maintenant à la période de questions. Je vais nous rappeler certaines règles, simplement pour le bon fonctionnement. Alors, je vous invite à tous et toutes à participer aux échanges dans un esprit d'ouverture et d'écoute et en respectant les opinions des autres. Je vais vous demander, pour ceux qui sont dans la salle, bien évidemment, de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet afin de donner la chance à tout le monde de pouvoir intervenir. Les questions dont le sujet a déjà été répondu, parce que des fois, ça arrive qu'on a une question, mais ça a déjà été répondu précédemment, bien, on va la considérer comme ayant été répondue. Les intervenants, comme je l'ai mentionné précédemment, vont faire de leur mieux pour répondre en 1 à 2 minutes. Encore une fois, si les réponses ne sont pas disponibles ce soir, je pense que ça a été aussi mentionné par Mme Bourque, il y a un document questions-réponses qui va vous être partagé à la fois par courriel et qui sera également déposé sur la page montréal.ca.
je nous invite tous et toutes à être respectueux ce soir. Alors, je vais ouvrir les micros. Je vous inviterai à venir vous installer devant un des 2 micros, à vous nommer, à poser votre question directement. Puis je vous invite aussi à garder vos commentaires et préambules le plus succinct possible. Et je vais prendre les commentaires à tour de rôle. Donc, le temps que vous vous déplaciez, si vous le voulez bien, je vais commencer par une question qui a déjà été posée par écrit. Prenez le temps de vous installer, mais comme ça, on va pouvoir déjà profiter d'une réponse. Alors, il y avait une question qui avait été posée par M. Auclair au moment de son inscription, qui est probablement présent en format virtuel. Donc, M. Auclair demande: j'aimerais connaître l'échéancier pour les travaux de réparation sur la rue Shannon au nord de Wellington. Donc, de mémoire, il y a plusieurs années où l'on nous parle de travaux d'infrastructure, des égouts, etc. Et il n'y a même pas de vrai trottoir. Je pense que c'est une question pour vous, ça, Mme Bergeron. Est-ce que mon micro... Oui. Donc, merci pour la question, M. Auclair. Effectivement, des travaux sont prévus sur la rue du Shannon, au nord de la rue Wellington. Ces travaux sont prévus en 2025, actuellement, dans notre planification. Donc, ça sera des travaux de réfection des infrastructures et de réaménagement de surface. Merci beaucoup. Oui, je vous invite à vous nommer puis à poser votre question. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dick Ran, D-I-K-R-A-N. Très belle présentation. On entend beaucoup parler des rues secondaires, mais on ne parle pas souvent des rues principales comme, mettons, de la montagne où ce qui est croche. Quand il pleut, là, c'est comme un lac où l'autobus 35 y arrête, là, juste au coin de Wellington et la montagne. Je ne comprends pas, ça fait 2 ans, là, c'est pas... Là, au début de la présentation, j'ai entendu que vous allez adresser Wellington, et c'est pas Tom, comme on dit, là. C'est excellent. Alors, même la rue Peel, où ce qui est, tu sais, on passe l'année passée juste au coin de Peel et pas de la montagne, Peel et Wellington. C'était un lac d'eau quand il pleut. Là ça semble être corrigé parce que ça a plu 2 semaines passées, puis c'était corrigé. Mais un peu plus loin, là, juste devant Adonis, où il y avait la bicyclette, là, c'est l'enfer, un autre lac. Je ne sais pas si la rue est mal faite ou ce que ça accumule de l'eau, je ne comprends pas. Alors, ça, c'est vraiment dangereux, là. La montagne, tout ça. Là. Puis toutes les présentations, c'était excellent. Sauf que c'est toutes des rues secondaires, c'est super. Dernier commentaire aussi, je veux dire. Quand vous disiez des aménagements de rues temporaires versus permanents, là, même le temporaire est très beau, bien fait. Là. En voulant dire, c'est que vous êtes en train de nous dire que vous allez fermer, mettons, une rue, là, fermer pendant 2 mois ou 3 mois pour faire temporaire, puis vous allez venir 2 ans après pour faire permanent, fermer encore. Je ne sais pas, c'est très beau, là, le permanent. J'ai aucun... Je dis pas non, là, c'est beau, là. Mais juste l'idée qu'on va revisiter la même rue 2 fois dans 2-3 ans, je ne sais pas. Puis finalement, j'ai entendu que le projet le parc bassin, là, où ce que est supposé d'avoir, c'est supposé être l'année passée, cette année. Là, je viens voir 24, 25. Je ne comprends pas pourquoi ça prend si longtemps pour ces grands projets-là, où ce qu'on concentre énormément sur des petites rues, puis on fait ça 2-3 fois. C'est tout. Merci. Vous pouvez rester là pour la réponse si vous le souhaitez. Donc, il y a 3 questions finalement. Vous en souvenez? C'est bon? Oui. Donc, la première question, c'était à propos des rues. Donc, pourquoi intervient-on, selon vous, davantage sur les rues secondaires et non sur les rues principales? Il y a plusieurs éléments de réponse. Peut-être le premier, c'est que dans la planification des travaux, on se doit de respecter certains engagements qu'on a avec nos partenaires, notamment avec Hydro-Québec pour l'enfouissement du réseau électrique et de télécommunications. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Ces enfouissements-là sont souvent sur des rues qui sont principales et qui sont secondaires. On doit aussi respecter un certain maintien de la circulation, donc on ne peut pas intervenir en même temps sur chacun des axes principaux.
Donc, c'est pour ça que dernièrement, vous avez vu des travaux sur la rue Peel. Cette année, il va y avoir certaines interventions sur la rue Wellington. Prochainement, il va y en avoir sur des seigneurs. De la montagne sera la suivante. Donc, ça s'en vient, c'est planifié, mais on doit y aller étape par étape. Votre deuxième question portait sur l'aménagement temporaire. On vous entend, on vous accorde que ce n'est pas une pratique optimale. Et ce que j'ai omis de mentionner dans ma présentation, c'est que c'est une pratique qu'on va de moins en moins retenir. On ne va plus le faire. Je pense que les aménagements temporaires répondent à certains besoins, mais sont quand même en inadéquation avec toute la volonté de verdir le territoire, de créer des espaces qui ont une vocation d'espace public, de faire de la rue un espace collectif. Donc, on a mis en place cette pratique-là un peu en réaction à certains aménagements définitifs qui ont été brisés. C'est une pratique qu'on a faite, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, on va vraiment tendre dans les prochaines années à utiliser d'autres stratégies. Si on sait qu'il y a des développements immobiliers qui s'en viennent ultérieurement, bien, on va maximiser le définitif, puis on reviendra au pire aller faire les aménagements, on reviendra compléter, mais vraiment plus ponctuellement. Donc, j'aimerais vous rassurer à ce niveau-là. Ensuite, pour le parc du bassin à bois, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on vient vous voir, puis on vous dit ça s'en vient, puis à la fin de l'année, ça fait plusieurs fois qu'on vous mentionne cette information-là. Le parc du bassin à bois, c'est un parc qui est extrêmement complexe. Il est très intéressant, il va être hyper bénéfique pour la population. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé dans la conception, on a découvert des choses qui faisaient en sorte qu'on devait revoir notre conception. Un projet, normalement, de parc, on a 2 voire 3 années de conception avant de débuter les travaux. Les découvertes qu'on a faites au niveau de la qualité des sols ont fait en sorte que le processus de conception a été beaucoup plus long. Donc, plus long, on a besoin d'approbation. C'est un projet complexe. Il y a beaucoup de partenaires aussi. On doit aller chercher l'approbation de beaucoup de partenaires. Donc, c'est pour ça que ça a été plus long. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Si on est en appel d'offres public en ce moment pour les travaux, je pense qu'on n'a jamais été aussi près de venir faire une première pelletée de terre. On est quand même prudent dans les annonces qu'on fait ce soir. On vous dit les choses telles qu'elles sont. On est en appel d'offres pour travaux. L'objectif, après l'obtention de toutes les approbations nécessaires, c'est de démarrer les travaux en 2024, mais on n'est pas à l'abri d'imprévus. Donc, voilà, c'est ce qui explique un petit peu les délais. Merci beaucoup. Je vous invite à vous nommer puis à poser votre question. On vous entend bien. Oui, bonsoir. Alors, je suis Andrane Vézina, je suis résidente de la rue Ottawa. Quitte à être impopulaire là, auprès de votre projet, moi, je veux parler du stationnement, qui est extrêmement difficile déjà. Donc, comme je vous dis, la rue Ottawa, depuis que je suis là, quand je suis arrivée, elle était dans les 2 directions avec des stationnements des 2 côtés sur rue. Ça a été changé en développement durable. Félicitations. Je suis pour ça aussi. Je suis cycliste, piétonne et aussi automobiliste. Mais je pense que de carrément bannir l'automobile n'est pas une solution. Beaucoup de gens n'ont peut-être pas eu le mémo, là. Mais là, moi, là, je me sens pris en otage carrément. La rue Ottawa, impossible de stationner. La rue William, qui était toujours très, très, très sollicitée, qu'on vient de fermer là, pour des travaux, pour enlever aussi les stationnements. Il y en a tellement eu d'enlever que c'est rendu infernal de stationner. Ensuite de ça, la rue des Bassins en arrière, bien, là aussi, il y a des condos. Ça construit des condos. Bon, il y a beaucoup de construction, des centaines de nouvelles personnes qui arrivent. Ces gens-là ont des véhicules et puis ils n'ont pas la possibilité de stationner sur rue nulle part, ou presque, ou très difficilement. Puis, donc, ils arrêtent leur véhicule, ils garent leur véhicule temporairement ou pour livraison dans la voie cyclable. Sur le trottoir, ça crée beaucoup de frustration de part et d'autre de tous les usagers. Alors, c'est ça. Par rapport au stationnement, est-ce que quelque chose est pensé? Là, il y avait un stationnement à un moment donné au coin de la rue Saint-Thomas et William. C'était toujours rempli à pleine capacité. Bon, merci. Non, vous pouvez rester pour la réponse. Oui, monsieur, peut-être monsieur.
Bien, merci pour votre intervention. On vous entend. La vision du projet, c'est vraiment de réduire la place de l'automobile sur le domaine public, de réduire l'espace de stationnement sur rue. Maintenant, dépendamment du type de rue, le stationnement peut être très limité jusqu'à autoriser des deux côtés, disons, dépendamment de la typologie de rue. Par exemple, la rue des Bassins, où le stationnement est autorisé des deux côtés. Donc, vraiment, tous les travaux de réaménagement de rue se font dans la perspective de cette vision-là. Maintenant, pour ce qui est de l'opérationnalisation de tout ça, j'inviterais peut-être l'arrondissement à compléter. Merci. Bonsoir, Mme Vizina. Effectivement, le stationnement, on est bien conscient que ce n'est pas facile dans le quartier. Je n'ai pas pris mon auto pour venir ici. Je savais à quoi m'attendre, très, très certainement. Je crois qu'il y a plusieurs éléments comme information qu'on peut vous transmettre. Premièrement, c'est sûr qu'actuellement, c'est un petit peu exacerbé la situation de par les nombreux chantiers. Oui. Au-delà de cette situation-là, on est conscient, quand il y a eu le programme particulier d'urbanisme, au départ, vous l'avez dit, il y a encore des projets qui se construisent. Donc, on est approximativement la moitié de la réalisation de ce grand projet urbain. Quand il y aura l'ensemble des projets construits, on le savait avec la grille de rue existante, que c'est clair que l'offre en stationnement sur rue ne pouvait pas être suffisant pour l'ensemble des nouveaux résidents. Donc, c'est comme ça que le document de planification présente ce grand projet urbain-là, et c'était un fait qui était connu dès le départ. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a des choix qui sont faits parce qu'on se fait demander effectivement plusieurs éléments. Oui, du stationnement, mais oui, des liens cyclables, oui, du verdissement, oui, du transport aussi collectif. On œuvre pour améliorer la desserte qu'on juge déficiente actuellement là, dans le quartier. La STM est un bon partenaire. Là, on voit comment on est capable d'améliorer la desserte. Tout ça pour dire qu'une fois qu'on a mentionné ça, on essaie vraiment d'optimiser l'offre. Donc, vous allez remarquer, on parle peut-être de débarcadère. Donc, débarcadère, des fois, c'est pas facile. Comme on avait une question pour le 1400 Ottawa, effectivement, qu'on regarde juste en face du projet. C'est pas possible d'avoir un débarcadère, notamment par la présence de pistes cyclables. On a trouvé un espace qui n'est pas parfait, mais à courte distance, peut-être une quarantaine de mètres, où on a été capable d'aménager un débarcadère. Donc, toute la portion fonctionnelle, on essaie qu'elle soit quand même bien présente dans les nouveaux aménagements. Et toutes les offres de stationnement longue durée que l'on a sur ce territoire-là est réservée pour ce qu'on appelle le S3R, donc les vignettes. Donc, il n'y a pas beaucoup de places, mais les places qui sont disponibles donc, sont vraiment réservées pour les citoyens, les résidents du quartier. Merci. Puis, puisqu'on est dans le stationnement, je vais revenir immédiatement à vous. Il y avait justement Andréane Vézina qui demandait si le stationnement sur rue était possible à Griffintown ou inexistant. Donc, ça a été répondu. Je vais juste mentionner qu'elle avait posé par écrit. Donc, je vous inviterai à vous nommer et à poser votre question. Mon nom est Marc-Antoine de Mobilité Vélo du Jour. Premièrement, bravo pour vos efforts et vos explications de ce soir. Ma question est, quelles mesures avez-vous prévues pour assurer l'accessibilité citoyenne pour nos aînés? C'est tout. Peut-être M. Vernal. Oui. Oui, bien, je peux répondre effectivement. Donc, quand on parle des aînés, on parle aussi de la mobilité, excusez-moi, mais l'accessibilité universelle. Donc, le quartier est pensé vraiment avec cet élément-là. Donc, quand on fait des trottoirs plus larges, ce n'est pas anodin. Ça permet l'accessibilité universelle. Donc, les gens qui sont en forme, qui n'ont pas de problème à se déplacer, sont couverts, mais aussi tous les gens qui ont besoin d'équipements autres. On peut penser à des parents avec des poussettes, on peut penser avec des gens avec des enjeux de mobilité qui nécessitent chaises roulantes ou autres équipements. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, donc, c'est toute la question, comme je parlais, là, du stationnement plus courte durée, débarcadère. Donc, on s'assure d'avoir ces offres-là qui sont disponibles pour soit le transport adapté, soit que les gens puissent être déposés proches des résidences. Donc, c'est vraiment ces éléments-là. On a quelques places de stationnement, bien sûr, réservées pour les personnes à mobilité réduite, mais l'offre, clairement, de stationnement, comme on vient de l'exposer, ne permet pas de répondre aux besoins de chaque propriétaire de véhicule qui est actuellement dans Griffintown. C'est pour ça qu'il y a une offre privée qui doit être offerte si c'est un désir des résidents du quartier. Dans nos dispositions réglementaires, on s'est assuré qu'il y ait une portion du stationnement offert qui doit être mutualisée là, maintenant depuis presque 2 ans. Quand on parle de mutualiser, c'est très large. Ça peut être autant justement des espaces visiteurs, débarcadères à l'intérieur, que des espaces réservés pour des programmes d'autopartage. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de combler les besoins de l'ensemble des usagers en termes de déplacement. Merci beaucoup.
Merci. Je vais peut-être juste prendre une petite question écrite, puis ça va être à vous tout de suite après. Il y a Mme Gagnon qui se demande, en lien avec le projet École des Bassins, où en est rendu le projet d'école initialement prévu sur la rue des Bassins. Ça va être encore à vous, M. Hernandez. Avec un grand plaisir. Donc, elle est toujours prévue sur la rue des Bassins. Donc, vraiment, le terrain est identifié, confirmé. On est vraiment à une étape de modalité de cession. Donc, on est vraiment dans des aspects beaucoup plus administratifs de ce dossier-là, des ententes d'aménagement, d'entretien. Donc, on est vraiment là dans le dossier. Merci beaucoup. Donc, je vous donne la parole. Votre nom, s'il vous plaît, et votre question. Bonjour, je m'appelle Martine Savard, je suis une résidente sur la rue Notre-Dame. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est plutôt la planification des futurs espaces publics comme les parcs, les édifices. Ça fait longtemps que je viens à toutes ces rencontres d'information publique. Puis, j'espère toujours qu'il y ait une activité de consultation sur l'aménagement de ces parcs-là. Là, j'apprends aujourd'hui qu'il y a un parc là, qui est en appel d'offres public. Donc, la planification est terminée. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce parc-là? Moi, j'ai entendu dire, c'est le parc qui est au bout de la rue Guy, là, le parc, je ne me souviens plus du nom. Bassin en bois. Bassin en bois, oui. C'est ça. Donc, on nous parlait d'une patinoire. À un moment donné, est-ce que la patinoire va toujours avoir lieu? Moi, j'aurais aimé ça avoir l'opportunité de regarder, de dire mes commentaires sur les aménagements. Ça m'intéresse beaucoup. Entre autres, par exemple, est-ce qu'on va penser d'aménager des toilettes publiques, par exemple, dans des espaces comme ça, dans des parcs? Est-ce qu'on va penser... Qu'est-ce qu'on va faire au juste comme activité dans ces parcs-là? Là? Je pense que Mme Bergeron va peut-être pouvoir vous donner de bons éléments de réponse. Restez là pour la réponse. Okay. Merci, Mme Savard, pour votre question. Parc du Bassin à Bois, la conception a débuté il y a très longtemps. On était vraiment dans les derniers mois, voire années, à la finalisation. Ce parc-là est destiné à accueillir une patinoire réfrigérée en hiver. L'espace va être occupé pour la tenue d'activités d'animation en période estivale. Il y a également une très belle plaine gazonnée qui va être aménagée au sud de la rue des Bassins vers le canal de la Chine avec une plateforme de bois qui va donner accès au canal. Beaucoup également d'interventions liées à la commémoration. Donc, ça va être très intéressant comme espace public. Maintenant, il y a eu un exercice de co-conception qui a été fait pour les 3 parcs qui sont au cœur du quartier en 2019. Donc, oui, ça fait déjà un certain nombre d'années. Chacun de ces parcs-là avait ses contraintes d'aménagement. On aimerait venir les aménager plus rapidement. Il y a eu des enjeux, mais je pense que là, on est mobilisés. On est là pour le prochain parc qui va être le parc des eaux cachées. Si vous voulez savoir quels sont les derniers concepts qui ont émané de cette démarche-là, ils sont disponibles sur Internet. Il y a une page, la page Griffintown, et pour chacun des parcs, vous avez le dernier concept qui a été sorti. Ensuite, vous avez aussi posé certaines questions sur des bâtiments, sur des toilettes. Donc, ce que je peux vous mentionner, dans le parc du Bassin à Bois, il y a un bâtiment qui est prévu, et si je ne m'abuse, mais ça, on va le vérifier pour être certain de communiquer la bonne information. Je ne sais pas s'il y a des toilettes, mais je vais vous revenir. Sinon, dans le parc des eaux cachées, il y aura également un bâtiment où il y aura des toilettes. Donc, je pense que ce n'est pas juste ça qui vous intéresse, là. Mais vraiment, dans certains parcs ciblés, effectivement, il y aura un bâtiment. Pas tous, mais certains parcs ciblés. J'avais aussi des questions comme, je sais qu'il y a un aspect historique dans le quartier, donc il y a eu des fouilles archéologiques. Qu'est-ce qu'on va faire pour souligner là, dans les aménagements l'aspect historique? Est-ce qu'on va mettre en valeur les fouilles archéologiques qu'on a faites? Il y a beaucoup d'interventions qui mettent en valeur cet aspect historique-là dans les parcs. Donc, c'est prévu au parc du Bassin à Bois. Vraiment, ça va être par différents détails d'aménagement qu'on va évoquer le passé. C'est aussi prévu à la place William Dow, où il va y avoir aussi des éléments liés à la présence d'un ancien pôle civique à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment à travers les aménagements qu'on va venir marquer le passé. OK. Merci. Donc, c'est prévu. Merci pour vos interrogations. Je vais prendre une petite question écrite, puis je suis tout de suite à vous.
Madame Gagnon, qui s'interroge sur la propreté du quartier. Que pourrions-nous faire pour améliorer la propreté du quartier pendant les travaux? Il y a beaucoup de déchets au sol, des endroits sales. Comment valoriser le quartier, lui donner de l'amour tout en poursuivant les travaux? Je pense que M. Lavoie, qui est chef de division voirie et parc, va pouvoir répondre à cette question. Oui, tout à fait. Merci. Merci, Mme Gagnon, pour la question. Cette année, il y avait 2 types d'inspecteurs à l'arrondissement. On les a réunis ensemble, qu'on appelle maintenant les inspecteurs d'arrondissement, et on a bonifié leur mandat. Donc, cette année déjà, on peut voir la présence un peu plus accrue de ces inspecteurs-là dans vos rues, qui s'assurent qu'auprès des gens qui font les travaux, qui respectent leur permis, et puis qui, finalement, en lien avec la propreté, mais on fait les suivis aussi. De plus, il y a eu une brigade, je ne sais pas si vous voulez, pour les résidents, une brigade à pied, des gens, à ce moment-là, à des endroits où nos machineries ne peuvent pas passer, mais ces gens-là faisaient de la propreté manuelle. Et puis, il y a aussi eu les grandes corvées de fin de semaine, de samedi, que pour les résidents, vous avez sûrement vu, que ça a porté fruit au niveau de la propreté. Donc, on va capitaliser sur ces choses-là qu'on a eu du succès et ça va continuer tout au long, mais la présence des inspecteurs un peu plus accrue fait en sorte que Griffintown va devenir de plus en plus propre avec les travaux en cours. Merci, M. Lavoie. Je vous inviterai à vous nommer et à poser votre question. Merci, bonsoir. Mon nom est Patrick, résident de la Pointe-Saint-Charles, mais je suis quand même du Sud-Ouest et puis je suis un fan fini des métros, des voitures de Montréal. Et puis, comme on le sait, la plupart d'entre nous, il y aurait un super projet à vocation citoyenne qui est de faire construire le MR63 dans la place William Dahl. Et moi, je ne suis pas associé du tout au projet en soi. Je suis quelqu'un qui est vraiment très intéressé. Et puis, j'ai appris qu'ils vont avoir un chantier 2025 pour avoir un service, je l'espère, l'année suivante. Si j'ai bien compris dans ma présentation de ce soir, la place William Dahl entre Ottawa et Peel va avoir plutôt une date d'achèvement prévue en 2026-2027, soit après le pavillon en soi. Donc, ma question est plutôt technique. Ma question est à savoir, est-ce que cet échéancier va s'arrimer avec la future place? À quoi s'attendre? Est-ce que ce serait, mettons, un terrain de gravier, puis on attend l'aménagement, ou des blocs d'aménagement en attente de l'aménagement en 2027? Donc, c'est vraiment juste une question technique à savoir comment on va se projeter dans ce coin-là d'ici les prochaines 2 années. Merci. Madame Bergeron, je pense. Oui. Merci pour votre question. Évidemment, il y a un arrimage extrêmement fin qui est fait avec l'organisme MR63. Donc, pour aménager la place vraiment en continuité avec la construction du bâtiment. Maintenant, la finalité, le phasage des travaux d'aménagement, je ne suis pas en mesure de vous répondre ce soir de quelle façon ça va s'opérer. Bien entendu, on va tout mettre en œuvre pour que la place soit opérable, qu'elle puisse être investie par les gens le plus rapidement possible. Donc, au fur et à mesure où on va avancer dans la conception, tout ça va se raffiner. Une petite précision de votre part, j'imagine? Non, aucune précision. Merci bien. C'est très apprécié pour votre temps. Bonne soirée. Merci beaucoup pour la question. Je vous inviterai à vous nommer puis à poser votre question. Oui. Sébastien Pagé. Je suis habitant de la coop Bassin du Havre sur la rue Ottawa. Donc, première question, j'ai entendu que est-ce que la rue Ottawa, dans cette partie-là, elle est finie complètement? Parce qu'il y a plusieurs arbres qui ont été brisés, des endroits où le trottoir a été défoncé à cause des constructions ou quoi que ce soit. Donc, savoir si... Parce qu'un arbre, à un moment donné, il faut qu'il pousse, mais s'il n'est pas là, il ne poussera jamais, puis on n'aura pas d'ombre. Donc, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est de revenir un peu avec au niveau de la surveillance. Parce que, dans le fond, oui, piste cyclable, oui, durable, tout ça, mais là, présentement, là, c'est pas mal le bordel. On arrive le samedi soir, tout le monde est stationné n'importe où. Il peut y avoir 3-4 voitures sur la piste cyclable. Il n'y a jamais de ticket. Il n'y a jamais de gens qui circulent pour venir vérifier ou quoi que ce soit. Les gens, de plus en plus, se stationnent du côté gauche de la rue, sur les trottoirs directement, parce que le 15 minutes, il est trop loin ou il est toujours occupé. Donc, à un moment donné, ça fait que c'est le Far West un petit peu.
Là, qu'est-ce qu'on voit aussi au niveau du stationnement? C'est les gars de la construction qui mettent leur chandail dans la vitre d'auto, même si c'est interdit de stationnement, eux autres, ils accaparent. Puis là, dans le fond, c'est comme un peu frustrant pour nous qui essayons de respecter les règles d'une certaine manière. Donc, on va peut-être pouvoir commencer à répondre sur les armes, puis sur la surveillance. Bonjour, M. Pagé. Premièrement, tantôt, on parlait de travaux temporaires versus permanents sur nos rues. Ça, c'est un bel exemple. On ne citera pas le projet, mais effectivement, là, donc, quand on construit un projet des ampleurs qu'on a dans Griffintown, presque automatiquement, donc, le domaine public, donc les trottoirs, les rues adjacentes, le mobilier urbain, les arbres sont abîmés. Donc, c'est pour ça qu'on avait une stratégie d'aménagement dans Griffintown d'y aller commencer avec du temporaire pour éviter ces situations-là et ensuite de ça, y aller avec du permanent. Maintenant, quand le permanent a déjà été fait, de la manière que l'on procède, il y a certaines autorisations qui sont requises pour le projet et à ces autorisations-là, il y a des dépôts de garantie qui doivent être laissés à l'arrondissement. Donc, je peux juste vous assurer que l'ensemble des correctifs qui vont devoir être faits après les projets immobiliers vont être réalisés et vont être payés à même les dépôts qui ont été laissés à l'arrondissement par les promoteurs. Ça, c'était une première partie. Je me désole de ce que vous indiquez, vous avez constaté là, par rapport au non-respect des règles de stationnement. Nous, on assure toujours un suivi avec l'Agence de mobilité durable. Donc, quand on est au fait de certaines situations problématiques, on demande des passages assidus des agents de stationnement pour s'assurer que le comportement délinquant soit cassé un peu, qu'on brise cette habitude-là et qu'on reprenne des habitudes qui sont conformes à la réglementation. Donc, je vous dirais, ne vous gênez pas de noter ces éléments-là en communiquant avec le 311. Donc, il n'y a pas une réponse immédiate de la part du 311, mais sachez que nous, on prend ces informations-là et on s'assure que les interventions requises soient effectuées. OK. J'ai une autre petite question aussi par rapport au stationnement, parce que c'est un clou qui est de frustration. Là, présentement, je stationne de l'autre côté de Notre-Dame, ou plus au nord, parce qu'avec ma vignette, ça devient impossible, soit que je tourne en rond ou que je vais me stationner à 10 minutes. Mais là, j'ai remarqué que la vignette 50, qui était au nord, là, se transforme en 3,80 ou 3,30, en tout cas, je ne sais pas, un 300. Et là, j'aurais peur que là, on fasse disparaître, en tout cas, qu'il y ait deux vignettes distinctes, parce que dans le fond, nous, c'est plus possible de stationner dans le coin. Là. Je sais de quoi vous me parlez, je ne me rappelle plus de la finalité, je vais être très franc avec vous, M. Bagé. Peut-être j'ai mes collègues aussi de la mobilité qui sont au kiosque. Donc, pour cet élément-là, si vous voulez vous présenter, Mme Tcherneva va être à même de trouver l'information très précise pour cette situation-là. Juste, peut-être là, c'est très technique aussi, une dernière question. C'est qu'au niveau, nous, dans notre coop, on avait 180 logements. Donc, la Ville, quand elle a bâti, a décidé de limiter le nombre de stationnements à 40, ce qui fait qu'il y a une longue liste d'attente et de frustration dans la coopérative. Mais au niveau des condos, là, on parle qu'il n'y aura plus un logement, un stationnement obligatoire. Est-ce que les tours à condos, eux, peuvent demander une vignette? Parce que il me semble que là, pour l'instant, je vois des gens qui sont dans les tours à condos qui, eux, demandent une vignette, ils reçoivent une vignette, ils se stationnent sur la rue, mais eux, ils ont une possibilité de stationnement à l'intérieur. Donc, premièrement, juste vous préciser, là, ce n'est pas l'arrondissement qui demande aux coopératives de faire juste une place par 4 unités. Là. Donc, souvent, pour une question de rentabilité, on a ces demandes-là donc dans les projets d'avoir un peu moins de stationnement. Pour répondre à votre question, donc, pour l'obtention de vignettes, la nature du logement que l'on occupe ne fait pas partie de l'équation pour l'obtention d'une vignette. Donc, si on est résident de la zone, on peut démontrer qu'on a le compte de taxe, peu importe la situation, le compte d'hydro, qui démontre qu'on est résident de la zone, on peut faire sa demande pour une vignette, nonobstant le lieu où on habite. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci pour les réponses. Je vais vous inviter à prendre la parole, vous nommer, poser votre question. Daphné Jean-Baptiste, je suis directrice du CPE Technoflow et le train de Bourgogne dans Griffintown. On est au 1602 et 1604 Ottawa. Donc, je vais être plus créative que les gens d'ici. Je vais parler de stationnement. Aussi, parce qu'on a 2 permis de 80 places chacune pour chaque installation. Et donc, ça fait beaucoup de familles et des gens qui sont en voiture. On a un débarcadère de 3 places et je n'ai pas besoin de vous dire que ces débarcadères sont sollicités par
des gens autres que les parents. Les parents stationnent en double et ils se retrouvent à payer des contraventions parce que, bon, ils sont en infraction, malheureusement, mais ils ne peuvent pas laisser leur enfant au CPE. Il faut qu'ils viennent les prendre. Donc c'est ça, c'est très, 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 très problématique. Tout à l'heure, vous parliez de passage assidu par les agents de mobilité. Donc, il y a un agent de mobilité qui nous en a parlé la semaine passée. Donc, il nous a dit de faire une demande pour ces 3 débarcadères, 3 places dans le débarcadère, et on nous a dit que ça n'existe pas aujourd'hui. Excusez-moi, Mme Jean-Baptiste, je peux vous garantir que ça existe là, avec l'Agence de mobilité durable. C'est des demandes qu'on peut faire, nous, comme arrondissement, auprès de l'Agence. OK, oui, parce que nous, on a envoyé un courriel. Ensuite, on a reçu un appel aujourd'hui, puis ils nous ont dit que ça n'existait pas. Donc, on a demandé à parler à un supérieur parce que l'agent de mobilité était très clair que ça existait. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué parce que les parents, eux, ils vont venir chercher leurs enfants, puis je les encourage à le faire. Mais de stationner en double, c'est compliqué. Donc, c'est de voir un peu qu'est-ce qui peut être fait, en fait, pour faire respecter ces places de débarcadère. En fait, en termes d'application de règlement, il y a 2 éléments. Donc, ce que vous avez mentionné, peut-être nous transmettre les demandes, peut-être qu'on a une plus grande facilité avec l'agence que quand les résidents ou même les représentants de certains organismes font les demandes. Donc, nous, ça va nous faire plaisir de représenter les citoyens et les membres de la communauté de l'arrondissement. Merci. Le deuxième élément, donc, même si on indique parfois la desserte qui est attendue par rapport au débarcadère. Donc, parfois, on va avoir des pancartes spécifiques où ça va être écrit « garderie ». En termes d'application de la réglementation de stationnement, lui, l'agent de stationnement n'est pas à même de faire cette distinction-là. Donc, il ne peut pas attendre, regarde si la personne sort de son véhicule, s'en va à la garderie ou ailleurs. Donc, lui, c'est vraiment le temps que le véhicule reste dans le débarcadère qui lui permet ou non de donner une contravention. Donc, ça, le travail peut être fait pour s'assurer que le délai est respecté. Maintenant, à qui sert le débarcadère, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que l'agent de stationnement peut faire. Oh, ça, c'est clair, mais ils nous appellent. Fait que ce n'est pas un problème. Normalement, ils nous appellent pour nous demander si c'est une voiture d'un parent, etc. Fait que ça, c'est un parent, la semaine passée, a eu, entre autres, une contravention parce qu'elle était stationnée en double. Mais ça arrive. C'est vraiment récurrent. L'autre, comme on a 2 questions, puis ça, je vais vraiment être original parce que je pense ne pas avoir entendu la question. Vous m'applaudirez. C'est ça. C'est pour la place des arrimeurs, le déneigement. On parle de déplacement et tout. Donc, on a des parents ou des personnes âgées ou des gens à mobilité réduite ou des parents en poussette. Alors, la place des arrimeurs en hiver, c'est catastrophique. Donc, c'est... Bon, voilà. Bonsoir, Mme Jean-Baptiste. Bonsoir. Le déneigement, c'est dans mon secteur. Effectivement, on a eu ces détails-là. Et puis, les contremaîtres qui se promènent sur la route là, sont même au fait. Et puis, on va essayer de prendre l'avance cette année et trouver une solution qui va être beaucoup plus profitable pour tout le monde, autant pour nos équipes de déneigement qu'autant que pour les usagers. Merci. Donc, on peut vous applaudir pour votre originalité. Je vais peut-être juste prendre une petite question écrite. Je pense que c'est à M. Lavoie que ça s'adresse. M. Martel demande « Quel est le plan pour restaurer les trottoirs de la rue Bassin entre De-la-Montagne et Richemont? Vous semblez avoir commencé, mais très peu a été fait. Qui est responsable pour les frais encourus? » Il y a une partie de la réponse qui a été faite par ma collègue Mme Bergeron dans la présentation, une autre partie par mon collègue M. Hernandez. C'était un aménagement temporaire. Dans ce cas-ci, c'était en lien avec la sécurité. Et pour les autres trottoirs, eh bien, ça va suivre le calendrier en cours là, des travaux qui sont prévus. Pour les fins détails, je n'ai pas les détails exacts, là, mais dans ce cas-ci, c'est un aménagement temporaire lié à la sécurité. Merci beaucoup. Donc, je vous inviterai à passer au micro, nommer votre nom et poser votre question. Merci. Mon nom, c'est Yvon Turcotte. J'observe avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe dans Griffintown depuis 10 ans, 15 ans même. Je vous remercie pour toutes vos belles présentations ce soir. On a beaucoup parlé de parc, mais moi, je suis un petit peu resté sur ma faim puisque je n'ai jamais entendu parler du parc Sainte-Anne, qui est au bout de la rue de la Montagne.
C'est le seul espace véritablement vert de Griffintown. On n'y trouve pas, je ne suis pas passé depuis quelque temps, mais de sentiers ou de bancs où on peut s'asseoir et se reposer avec son journal. Qu'est-ce qui se passe avec ce beau triangle, le seul espace vraiment vert de Griffintown? Qu'est-ce qui est prévu pour cet endroit? Merci. Madame Bergeron, vous pouvez commencer, puis vous pourrez compléter au besoin d'autres. Je vous remercie pour votre question. Pour le moment, on n'a pas d'intervention. Pour être honnête, il n'y a pas d'intervention qui est prévue dans le parc Sainte-Anne, mais on prend bonne note de votre commentaire, de votre question, et puis on verra ce qui est possible de faire. Je disais au début que ça fait de 10 à 15 ans qu'on travaille sur Griffintown. Cet espace vert était déjà là. Comment se fait-il qu'on n'a même pas prévu 4 ou 5 bancs pour les gens qui vivent déjà à Griffintown, qui pourraient utiliser cet espace vert, un espace où on peut respirer, se reposer et observer ce qui se passe alentour? Il n'y a aucun endroit où on peut faire une telle chose dans Griffintown. En ce moment, on parle de parc futur très sophistiqué, avec des fonctions particulières, mais on a un espace vert inutilisé. Je suis sidéré. Je pense qu'on a bien reçu, on a bien entendu. Ça va, j'ai pris en note, c'est dans mon carré de sable aussi, le mobilier. J'ai pris bonne note de votre question. Merci, M. Turcotte. Bonsoir, je vous invite à vous nommer, poser votre question. Bonsoir, mon nom est François Brunel, je suis sur la rue William et j'ai la chance d'avoir un stationnement. Je peux mettre 7 autos mais devant chez moi, c'est interdit de stationner des deux côtés. Et personnellement, ça ne me dérange pas parce que moi j'ai 6 enfants et il y en a qui habitent à l'extérieur de la ville. Quand ils viennent, ils stationnent dans ma cour, fait que la vie est belle. Mais je pense à ceux qui sont mes voisins. Quand ils reçoivent la visite, où vont-ils mettre leur voiture? Alors, moi, je n'ai pas à me plaindre, mais je pense à ceux qui sont, mettons qu'ils ont des gens qui viennent de Québec ou qui viennent de Trois-Rivières, ils ne peuvent pas venir en métro, ils ne peuvent pas venir en autobus avec leurs 2 enfants et leurs poussettes. Alors, personne n'en a parlé avant, mais je trouve que pour les résidents de Griffintown qui veulent recevoir de la visite, qui n'est pas nécessairement qui habite au centre-ville, c'est une équation difficile à résoudre parce que même moi, des fois, des amis me disent on doit aller à quel endroit? Est-ce qu'on peut stationner dans ta cour? Parce que sinon, c'est quasiment impossible. Et là, je dis oui à chaque fois. Il y en a même qui stationnent sans permission dans ma cour. Là, je colle des gros papiers avec du gros tape là, qui est dégueulasse, pas qu'ils ne recommencent pas. Mais c'est juste je vais juste attirer votre attention là-dessus. Pour les résidents, on sait qu'ils se plaignent et ils ont raison, en fait. Mais pour ceux qui veulent recevoir de la visite, où est-ce qu'ils vont mettre leur voiture? C'est juste ça ma question. Et voilà. Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, le stationnement courte durée, c'est aussi un enjeu, on en est bien conscient. On a augmenté l'offre. Bien sûr, il y a un frais associé, mais on a augmenté l'offre de stationnement courte durée gérée par les parcomètres. Donc, ce qui normalement assure quand même une certaine disponibilité plus grande que quand il n'y a pas de gestion du stationnement. Donc, quand c'est du courte durée, des gens en visite, ça peut être une option. Effectivement, on parle donc Griffintown, on est vraiment adjacent au centre-ville. Souvent, c'est le même type de stratégie qui s'applique au centre-ville. Donc, il y a des stationnements aussi tarifés qui existent du côté privé. On peut penser notamment à celui qui est adjacent au Adonis. Donc, il y a quelques offres de stationnement privés qui sont aussi disponibles pour du courte durée quand on a de la visite. C'est ça. Enfin, merci de votre réponse, mais ce serait bien de prévoir quand même, je ne sais pas si des constructions souterraines de stationnement gérées par la ville ou je ne sais pas quoi, mais pour permettre aux gens de pouvoir mettre leur satanée voiture. Merci. Merci beaucoup. J'ai une personne au micro. Je prendrai cette question-là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une autre question, parce que j'en ai encore par écrite. J'en passerai quelques-unes en rafale. Donc, je vous invite bien évidemment à vous nommer et à poser votre question. Bonsoir. Mon nom est Georges Bacopano. C'est une question, je ne sais pas si ça n'a pas rapport ici, mais il fallait tantôt avec la vision. Alors, moi, j'ai une question. Je veux savoir quand le rapport de l'Office de consultation publique va sortir, puis quand il va voir la nouvelle plan stratégique de la ville.
Griffintown? Oui, merci de la question, monsieur. Donc, premièrement, l'OCPM, l'Office de consultation publique, est indépendant de la Ville de Montréal. C'est la commission qui gère son calendrier. Maintenant, on nous a avisé qu'on pouvait attendre pour novembre le rapport. Oui, exactement. Parce que j'ai écouté sur le web. Oui. C'est les 8 heures, je pense. Oui, il y a quand même beaucoup de gens qui est intéressés effectivement vers l'exercice. Bon, excellent. Donc, pour novembre, on devrait avoir le rapport de l'Office. OK. Normalement, ça prend... Parce que c'était censé être 3 semaines, alors ça va se dire dans... Ça dépend toujours, effectivement. Puis encore une fois, là, c'est un organisme qui est indépendant, mais plus il y a des gens qui sont intéressés par un sujet, plus ça prend le temps à la commission d'ingérer toute cette information-là et de faire un rapport qui est concluant. Ensuite, la Ville va sortir leur plan stratégique, c'est ça? Après leur recommandation. Donc, normalement, réception du rapport, il y a des recommandations. Donc, on regarde les recommandations, puis on regarde comment on s'inscrit, comment la Ville, l'arrondissement peut répondre à l'ensemble de ces recommandations-là, effectivement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'était une question justement que vous aviez posée par écrit. J'en ai une autre en lien aussi avec l'OCPM de M. Poulis. Nous savons que la Ville a permis à de nombreux promoteurs de modifier les réglementations municipales en ce qui concerne les restrictions de hauteur pour les nouveaux projets. Pouvez-vous nous indiquer clairement s'il existe d'autres restrictions de hauteur pour des projets actuels et futurs dont la modification est demandée? Merci. Donc, ça, c'est un sujet qui est très pertinent pour les kiosques parce qu'on a certaines cartes, justement, qui ont été réalisées pour l'exercice avec l'OCPM. Donc, c'est un bon sujet de conversation. Je me permettrais peut-être un petit préambule. Donc, on parle de modification réglementaire. En fait, la planification de Griffintown a été faite de telle manière que les projets immobiliers étaient faits avec des modifications réglementaires. Donc, c'est même à la base du document de planification. Donc, puis on va pouvoir consulter là, certaines cartes. Donc, c'est pour ça qu'on se rend compte que, je ne veux pas dire tout, mais la très, très, très vaste majorité des projets immobiliers qui se sont réalisés par Griffintown ont nécessité une modification réglementaire. Alors, ça, c'est le préambule. Donc, effectivement, si rien n'est changé, on peut croire que les prochains projets immobiliers nécessiteront aussi des modifications réglementaires. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours actuellement d'études? Effectivement, pour l'exercice de consultation avec l'OCPM, on a demandé aux gens qui désiraient réaliser des projets d'attendre que l'exercice puisse se compléter avec les citoyens avant de reprendre les analyses. Donc oui, bien sûr, il y a des dossiers qui sont en analyse en suspens. Merci beaucoup. Pour les gens qui sont en ligne, j'ai Mme Pinsonneau, bien pour les gens bien sûr dans la salle aussi, mais j'ai Mme Pinsonneau qui s'interrogeait sur la sécurité. Je pense que ça va être une question pour vous, Mme Bergeron. Donc, sur la sécurité des bassins. Donc, la rue des Bassins, entre des Seigneurs et le futur parc des Bassins à bois, n'est pas sécuritaire. Les arrêts obligatoires entre Richemont et le parc des Bassins à bois ne sont pas respectés. Souvent, le tronçon à partir des Seigneurs et le parc des Bassins à bois est utilisé comme une piste de course. Il y a une sortie entrée, piste cyclable, coin Richemont et beaucoup de piétons. Alors, un feu de circulation, elle demande, ou elle suggère qu'un feu de circulation soit requis à cette intersection ou encore un dos d'âne au niveau du futur parc des Bassins à bois. Pour répondre à la question, ce tronçon-là spécifiquement de la rue des Bassins fait l'objet d'une conception qui démarre en ce moment. Donc, le commentaire de ce citoyen ou cette citoyenne tombe à point nommé. Toujours en démarrage de nos conceptions, on fait une analyse, on fait un diagnostic de la situation actuelle. La sécurité est un élément hyper important. Donc, on prend bonne note de cette observation-là. On va l'analyser. Il y a différentes mesures d'apaisement de la circulation qui peuvent être mises de l'avant. Le citoyen propose un feu de circulation. On verra la solution qui sera mise de l'avant. On comprend qu'en fonction de votre évaluation, il y aura une solution qui sera apportée. Tout à fait. Parfait. Question en lien avec les bornes de recharge. Donc, Madame Berardelli, elle a un véhicule électrique et elle déplore le manque de bornes électriques publiques dans l'est de Griffintown. Elles sont rarement libres. ETS, commerce, environnement et arrondissement contribuent à leur popularité, bien évidemment. Alors, sa question, quelles sont les intentions de l'arrondissement en regard du déploiement de bornes de recharge additionnelles? Donc, bonsoir. Effectivement, l'arrondissement désire
plus de bornes de recharge, c'est-à-dire qu'on pense que c'est un service qu'on peut offrir à nos citoyens. Maintenant, il y a un fin dosage. C'est un programme qui est mené, dans le fond, l'installation est menée par des équipes à la ville-centre de la ville de Montréal. On couvre aussi l'ensemble du territoire quand on fait nos analyses. Donc, bien sûr, il y a Griffintown, mais bien sûr aussi, il y a l'ensemble de l'arrondissement du Sud-Ouest qu'on désire desservir par ces équipements-là. Donc, oui, on croit que c'est un équipement qui est essentiel. Oui, on croit que la répartition doit être présente sur l'ensemble de notre territoire. Maintenant, ça ne peut pas être le seul desserte pour les véhicules électriques. C'est pour ça que dans la réglementation, on exige dans les nouveaux projets que ces équipements-là puissent être présents pour répondre aux besoins des véhicules électriques dans le quartier. Merci beaucoup. Je vais encore lire 2 questions, puis après ça, on va pouvoir clore la soirée. Dominique Croteau, donc c'est un long commentaire. Le 12 octobre, nous avons été une vingtaine de résidents à répondre à une invitation, et résidentes bien évidemment, à répondre à une invitation d'échange sur le projet d'aménagement d'un parc sur la rue Galerie. Okay? Il est ressorti de cette rencontre que d'autres besoins étaient prioritaires. Un débarcadère pour les camions à livraison, du stationnement. D'une part, la rue Ollier est étroite. Une allée est déjà réservée au stationnement, dont une section avec vignette. Il y a donc une seule allée pour circuler. Vous me suivez, Mme Bergeron? Ça va? Okay. En conséquence, tout besoin d'arrêt pour le service de livraison oblige à monter sur le trottoir, d'où le besoin d'un débarcadère à proximité des immeubles. Donc, on pourrait penser à une vingtaine de places conçues dans un environnement le plus vert possible, avec des vignes sur les murs, une allée d'arbres, et de plus, créer un parc dans un espace sans soleil à partir de 11 heures le matin n'est pas une bonne idée. Donc, je n'ai pas de questions précises. Une série de commentaires. Bien, je peux quand même répondre à ces commentaires. Donc, la placette du Square Galerie, c'est actuellement un stationnement. C'est une impasse également. Ce qui est prévu dans le cadre du programme particulier d'urbanisme, c'est d'en faire un espace public, une placette qui permettra de vraiment créer un lien. Un citoyen posait la question tout à l'heure avec le Parc Sainte-Anne, de vraiment créer un lien fort entre le Parc Sainte-Anne, la rue du Square Galerie, cette placette-là, et le canal de la Chine. Donc, c'est une très belle opportunité que la Ville a d'aménager un espace collectif. C'est un espace qui a des enjeux d'ensoleillement, effectivement. Donc, les espèces d'arbres et les plantations qui vont être choisies vont être faites en conséquence de ces conditions d'ensoleillement-là. Pour faire un espace convivial également, il va y avoir des bancs en quantité raisonnable pour que ça soit un lieu convivial. Que puis-je ajouter à cela? C'est que c'est un espace aussi qui va être aménagé en fonction de contraintes. C'est un espace qui doit être accessible pour Hydro-Québec, pour le CIM également, le Service de sécurité incendie de Montréal. Donc, toutes ces contraintes-là sont prises en compte. À propos des besoins de débarcadères et l'étroitesse de la rue Ollier, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de la conception, et surtout de l'opérationnalisation de la rue par la suite, il y a des ajustements qui sont proposés à ces débarcadères-là pour justement faciliter la manœuvre de stationnement de camions livraison pour éviter qu'ils aient à empiéter sur le trottoir nord. Donc, on a entendu les citoyens, les ajustements sont prévus. OK. Oh, Mme Angeli. C'est ça, je peux même en fait bonifier cette réponse-là. Dans le cadre des travaux qui sont actuellement commencés sur les rues Bassin et Ollier, on va revoir les débarcadères face aux immeubles sur la rue Ollier, justement pour laisser plus de place aux résidents, comme c'est un commentaire qui nous a été fait. Donc déjà, une solution, quoique partielle, sera mise en place dès la fin des travaux qui sont présentement en cours. Bien, merci beaucoup, mesdames. Je pense que ça répond à vos interrogations. Je vais lire la dernière question qui a été transmise par écrit. Depuis plus de 2 ans, j'ai tenté maintes fois d'avoir une vue claire des travaux à venir pour la tour d'aiguillage Wellington. Les tests sonores du REM ont été communiqués. Y a-t-il, oui ou non, une intention de revitaliser ce bâtiment laissé à lui-même? Cette tour a un potentiel patrimonial et plusieurs nouveaux projets voient le jour, alors qu'on semble négliger l'entretien des bâtiments historiques. Sans en faire un hôtel paisible, il devient urgent d'entretenir l'extérieur et je demeure persuadée qu'il peut devenir un lieu central dans le quartier. Alors, le commentaire se poursuit. Le passage des trains lourds est très bruyant sur le pont métallique. Alors, j'ai communiqué avec CDPQ Infra.
avec plusieurs autres intervenants et j'en passe, alors que pour le REM, l'impact est considéré, alors que pour les trains lourds, je galère seul, que la situation est connue. Donc, finalement, ils demandent votre aide. Puis-je compter sur votre aide? Je vous laisserai le mot. Oui, merci. Donc, pour ce qui est de la tour d'aiguillage, effectivement, donc c'est un projet pour lequel l'intervention a dû être retardée le temps que le projet du REM se réalise, projet qui était adjacent. On est bien conscient du niveau de dégradation. Il y a déjà de nouvelles évaluations qui ont été faites parce que le site n'était pas accessible pendant les travaux. La proximité du rail est encore un enjeu, donc c'est sûr et certain que par rapport aux vocations qui vont pouvoir occuper ce bâtiment-là, il y aura des analyses encore additionnelles pour s'assurer qu'en termes de vibration et de bruit, les vocations qui vont être retenues pour le bâtiment vont être compatibles avec la réalité. Mais c'est encore notre désir et l'orientation que l'on a, c'est d'occuper ce bâtiment-là, de trouver la bonne vocation pour faire vivre le bâtiment. Pour ce qui est des enjeux de bruit avec les trains plus de marchandises, effectivement, l'arrondissement du Sud-Ouest, on est quand même bien au fait de cette situation. Les équipements ferroviaires traversent notre territoire, traversent plusieurs de nos quartiers. Ce n'est pas des situations qui sont simples à aborder, je dirais, avec nos vis-à-vis des compagnies ferroviaires, mais on se fait un devoir d'exprimer quelles sont des problématiques qui sont vécues par nos citoyens, puis essayer de voir les aménagements qui sont possibles avec ces compagnies. Mais ça serait se mentir que de croire que c'est un dossier qui se résout simplement. Merci beaucoup. Ça complète pour la plupart les questions. Il y en avait quelques-unes qui n'avaient pas été répondues. Elles seront certainement ajoutées au document questions-réponses. Alors, avant de terminer la soirée, de la conclure, j'inviterai Mme Tan Chan Lee, qui est la conseillère, à venir vous dire quelques mots. Bonsoir tout le monde. Merci aux fonctionnaires pour la soirée, toutes les réponses, questions-réponses. Tout d'abord, j'habite Griffintown depuis 2015, fait que je l'ai vu l'évolution du quartier depuis que j'y habite. Ça a commencé avec des travaux de rue, de parc. Je pense que la première rue qui a été vraiment refaite, c'était la promenade Smith avec la place des Aiguillères. Ensuite, on a vu l'abaissement de l'autoroute Bonaventure, qui est devenu un super magnifique parc, qui est l'entrée de ville de Montréal. Puis ça se poursuit, rue Shannon, la piétonisation de la rue Murray à travers le campus ETS. Cette année, on a vu tout le réaménagement de la rue Ottawa. Donc, Griffintown change beaucoup. Je sais, c'est vraiment difficile. On a vu tantôt les statistiques. On disait qu'il y avait 5 km de rues qui ont été refaites. Mais comme le maire disait, on est en train de reconstruire la ville, dans la ville, en même temps avec des chantiers de privés, des gens qui habitent. Donc, c'est un peu difficile, mais je pense qu'en bout de ligne, quand ce beau projet va se terminer, on va avoir vraiment un quartier qui est exemplaire en termes de verdissement, rétention, gestion des eaux de pluie, etc. Puis c'est un quartier qui est vraiment bon de vivre. J'y habite depuis 8 ans, puis je pense que c'est un des meilleurs quartiers qu'on peut pas avoir à Montréal. Je fais tout à pied, tout à vélo. On va avoir aussi bientôt le REM, qui va être notre station du REM, qui va nous permettre de nous déplacer à l'aéroport en dedans de 20-25 minutes. Donc, pour ceux qui voyagent, je pense que ça va être un excellent moyen de transport. C'est sûr que la STM aussi, on est en discussion avec eux pour améliorer la desserte d'ici que la station du REM soit en place. Donc, c'est ça. Moi, je vous invite vraiment à aller parler avec nos services au kiosque derrière pour savoir qu'est-ce qui s'en vient comme plus détaillé, qu'est-ce qui s'en vient dans le quartier. Notre plan local de déplacement, justement, avec l'arrondissement qu'on est en train de travailler pour améliorer nos déplacements à travers les différents quartiers. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Donc, au nom de la Ville de Montréal, moi, j'ai envie de vous dire merci. Merci de vous être déplacés. Merci aussi à ceux qui ont été en ligne ce soir pour la web diffusion. Quelques rappels très, très rapides. La présentation va être déposée ainsi que... En fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que votre point de chute, c'est montréal.ca, projet Griffintown. Donc, quand vous cherchez de l'information, allez sur le site, puis vous allez pouvoir obtenir ces informations. Je l'ai mentionné plusieurs fois, donc... Les questions-réponses vous seront aussi disponibles justement sur cette page-là et vous les recevrez directement aussi par courriel. Vous pouvez vous inscrire. Je sais que Marianne l'a très bien expliqué tout à l'heure, mais vous avez ici toutes les coordonnées. Vous pouvez également vous inscrire à l'infolettre et je vous invite encore une fois à visiter le site.
Je pense aussi que les intervenants ce soir vous l'ont répété à plusieurs reprises. Si vous avez envie de poursuivre les conversations, si vous avez des demandes spécifiques ou si vous avez encore besoin de précision, allez à la rencontre des gens qui sont dans l'Atrium pour pouvoir échanger avec eux. Alors moi, il ne me reste qu'à vous remercier sincèrement pour votre excellente participation et bonne fin de soirée tout le monde.